Sortez d'ici immédiatement. Vous embarrassez mon restaurant. Les mots de ma propre fille ont résonné dans la salle bondée comme une gifle au visage. Tous les clients ont arrêté de manger pour me regarder, une femme de 69 ans expulsée par sa propre fille devant des dizaines de personnes. À ce moment-là, tandis que les larmes coulaient sur mon visage ridé, je n'imaginais pas quand exactement 30 jours je reviendrais dans ce même endroit, mais cette fois en tant que nouvelle propriétaire de tout l'immeuble. Je m'appelle Apolline Delacroix, et voici l'histoire de comment la plus grande humiliation de ma vie s'est transformée en ma plus grande victoire. Une histoire qui va vous choquer, vous émouvoir et vous montrer que parfois il faut toucher le fond pour découvrir qui nous sommes vraiment. Tout a commencé ce mardi pluvieux d'octobre à Paris. Les pavés de Saint-Germain-des-Prés brillaient sous la bruine fine qui tombait depuis le matin, créant cette atmosphère mélancolique si caractéristique de l'automne parisien. Pendant 40 années, j'avais travaillé comme fonctionnaire, économisant chaque centime dans mon petit appartement du 15e arrondissement, sacrifiant tout pour que Sophie puisse étudier dans la meilleure école de gastronomie de France. Je l'ai élevée seule après que son père nous a abandonnés quand elle n'avait que 5 ans. Ce matin-là, je m'étais réveillée avec une anxiété mêlée d'excitation à l'idée de découvrir enfin le restaurant que ma fille avait ouvert 6 mois plus tôt. Le Jardin Doré était le nom élégant qu'elle avait choisi pour son établissement au cœur de Saint-Germain-des-Prés, dans cette rue Bonaparte où se mélangent tradition parisienne et modernité culinaire. Pendant des mois, Sophie inventait des excuses pour ne pas m'inviter. Nous ajustons encore le menu. Maman, la décoration n'est pas prête, tu ne comprendrais pas la sophistication de l'ambiance. Chaque excuse était comme une petite épine dans mon cœur de mère. Moi qui avais rêvé de ce moment pendant des années, qui avais imaginé 100 fois l'instant où je découvrirais le fruit de tous nos sacrifices communs. Mais ce jour-là, j'avais décidé d'y aller par moi-même. J'avais choisi ma plus belle tenue avec un soin particulier, une robe bleu marine que j'avais achetée il y a 10 ans pour le mariage de ma cousine Margot, des chaussures noires que j'avais fait ressemeler 3 fois chez le cordonnier de mon quartier, et un sac en cuir que j'avais reçu en cadeau de départ à la retraite de mes collègues de la mairie. Pour moi, j'étais élégante. Je m'étais même permis une visite chez le coiffeur la veille, dépensant 20 € que j'avais économisés pendant 2 mois. Le trajet en métro depuis République jusqu'à Saint-Germain-des-Prés m'avait paru interminable. À chaque station, mon cœur battait plus fort. J'imaginais le sourire de Sophie quand elle me verrait, sa surprise heureuse, la fierté dans ses yeux quand elle me présenterait à ses collègues et clients. Comme j'étais naïve. Quand je suis arrivée devant le restaurant, j'ai d'abord été impressionnée. La façade était élégante, avec des lettres dorées qui brillaient sous la lumière douce de l'après-midi. De grandes baies vitrées permettaient de voir l'intérieur raffiné. L'endroit était effectivement plein, table avec nappe de lin blanc, cristaux étincelants, bouquets de fleurs fraîches sur chaque table. Une clientèle visiblement aisée dégustait des plats présentés avec art. J'ai ressenti une fierté immense en voyant que ma fille avait réussi à créer quelque chose d'aussi beau. Toutes ces années de cours particuliers, d'écoles privées, de stages coûteux, tout cela avait porté ses fruits. Mon cœur de mère débordait de joie et d'orgueil. Je me suis approchée de l'hôtesse d'accueil avec un sourire confiant. C'était une jeune femme d'environ 25 ans, impeccablement habillée, avec ce sourire professionnel que l'on enseigne dans les écoles d'hôtellerie. Bonjour, je suis Apolline Delacroix, la mère de la chef Sophie. J'aimerais une table, s'il vous plaît. La jeune femme m'a regardé de haut en bas, et j'ai vu son sourire se figer légèrement. Ses yeux ont parcouru ma tenue, mon sac, mes chaussures, et j'ai senti quelque chose changer dans son regard. Je suis désolée, madame, mais nous sommes complètement complets. Peut-être pourriez-vous essayer un restaurant plus approprié à votre budget dans la rue suivante. Le mot « budget » a résonné dans mes oreilles comme une claque. Elle m'avait jugé dès le premier regard, avait décidé que je n'avais pas ma place ici. Mon cœur s'est accéléré, mais je me suis efforcée de rester polie. Mais je suis la mère de la propriétaire, ai-je insisté avec un sourire forcé. Certainement que Sophie peut arranger une table pour moi. L'hôtesse a hésité, visiblement embarrassée. Laissez-moi vérifier avec la direction. Elle s'est éloignée vers la cuisine, et j'ai attendu debout près de l'entrée,
sentant les regards curieux des clients. Certains chuchotaient entre eux, d'autres me lançaient des coups d'œil furtifs. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise, comme un élément perturbateur dans cette harmonie soigneusement orchestrée. C'est alors qu'elle est apparue. Ma Sophie, vêtue de son uniforme de chef impeccable, est sortie de la cuisine d'un pas pressé. Quand ses yeux ont croisé les miens, j'ai vu son visage se transformer, non pas en joie ou en surprise heureuse, mais en une expression de honte. De colère ? Maman. Qu'est-ce que tu fais ici ? Elle a sifflé entre ses dents, s'approchant rapidement de moi. Je suis venue découvrir ton restaurant, ma chérie. Je suis tellement fière de toi. Au lieu de la réaction chaleureuse que j'attendais, Sophie m'a prise par le bras et m'a tirée vers un coin plus discret, loin des regards des clients. Habillée comme ça ? Regarde-toi. Regarde cet endroit. Tu ne te rends pas compte que ça ne va pas ensemble ? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Ma propre fille était embarrassée par mon apparence. Sophie, qu'est-ce que tu veux dire ? Mes clients sont des hommes d'affaires, des artistes, des gens influents de Paris. Ils ne peuvent pas me voir avec quelqu'un qui a l'air. Qui a l'air de quoi, Sophie ? Ai-je demandé, sentant mon monde s'écrouler. Qui a l'air pauvre, maman. Désolée, mais c'est la vérité. Le mot « pauvre » est tombé entre nous comme une bombe. 40 années de sacrifice, d'économie surtout pour ses cours particuliers, ses livres, son école coûteuse, ses uniformes, ses voyages d'études. Tout cela pour qu'elle me regarde maintenant comme si j'étais une source de honte. Sophie, j'ai travaillé toute ma vie pour que tu arrives ici. Et je t'en suis reconnaissante, mais maintenant j'ai une réputation à protéger. Il faut que tu comprennes que tu ne peux plus débarquer ici sans prévenir. Ce n'est plus ton monde, maman. Ces paroles ont été comme des poignards. Chaque mot révélait à quel point elle était devenue une étrangère. La petite fille que j'avais bercée, consolée, encouragée pendant toutes ces années avait disparu, remplacée par cette femme froide qui me jugeait sur mon apparence. Mon monde, ai-je répété, incrédule. Sophie, je suis ta mère. Tu es mon monde depuis le jour de ta naissance. Maman, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. Mais le pire était encore à venir. Un couple élégant s'est approché de nous, lui en costume sur mesure, elle en robe de créateur et bijoux coûteux. Sophie a immédiatement changé de posture, retrouvant son sourire professionnel et devenant l'hôtesse parfaite. Monsieur et Madame Dubois. Quel plaisir de vous revoir. Sophie, ma chère, quel endroit merveilleux, a dit la femme en regardant autour d'elle avec admiration. L'ambiance est encore plus raffinée qu'à notre dernière visite. Et qui est cette dame ? Sophie a hésité un moment, m'a regardé, puis a prononcé les mots que je n'oublierai jamais. Ah, c'est juste une ancienne employée qui a travaillé pour ma famille. Elle passait par là et a décidé de jeter un coup d'œil. Mon cœur s'est arrêté. Ma propre fille venait de me renier. Je n'étais pas juste une employée, j'étais sa mère, et elle m'avait nié devant des inconnus. Comme c'est intéressant, a dit l'homme en me regardant avec une curiosité condescendante. Et dans quoi travailliez-vous ? Sophie a répondu rapidement, avant que j'aie pu ouvrir la bouche, elle était femme de ménage. Maintenant, si vous me permettez, je dois vous accompagner à votre table. Femme de ménage. 40 années comme fonctionnaire public, responsable de dossiers importants, organisant des archives gouvernementales, et elle m'avait réduite à une femme de ménage. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être femme de ménage, c'est un travail honnête et digne, mais elle avait dit cela pour me diminuer, pour me faire paraître insignifiante aux yeux de ses clients prestigieux. Je suis restée là, plantée au milieu de ce restaurant élégant, sentant les larmes brûler mes yeux. Les autres clients avaient commencé à me regarder avec curiosité et à chuchoter entre eux. Certains semblaient gênés par la scène, d'autres simplement curieux de ce drame qui se déroulait devant eux. Sophie est revenue quelques minutes plus tard, visiblement irritée et stressée. « Maman, tu dois partir. Maintenant. »« Sophie, je suis ta mère. »
Et je suis reconnaissante pour tout ce que tu as fait, mais tu perturbes mon travail. Regarde autour de toi. Tu n'appartiens pas à cet endroit. Rentre chez toi et nous parlerons plus tard. Mais je n'arrivais pas à bouger. Toutes ces nuits où je n'avais pas dîné pour qu'elle puisse manger mieux, tous ces week-ends où j'avais travaillé comme femme de ménage pour payer ses cours supplémentaires, toutes ces fois où j'avais porté les mêmes vêtements pendant des années pour qu'elle puisse avoir des habits neufs. Tout cela défilait dans ma tête comme un film tragique. Les souvenirs m'ont submergé, Sophie enfant, qui courait vers moi en sortant de l'école pour me raconter sa journée. Sophie adolescente, qui venait pleurer dans mes bras après une rupture. Sophie étudiante, qui m'appelait tous les soirs pour me parler de ses cours de cuisine. Où était passée cette fille-là? Sophie, ai-je dit d'une voix tremblante, j'ai sacrifié ma vie entière pour toi. J'ai travaillé 2 emplois pour payer tes cours, j'ai vendu mon alliance de mariage pour acheter tes uniformes scolaires, j'ai eu froid l'hiver pour que tu aies des vêtements chauds. Et maintenant tu me traites comme si j'étais une étrangère? Maman, tu fais une scène. S'il te plaît, va-t'en. C'est alors qu'elle a fait l'impensable. Elle a appelé la sécurité. Pierre, s'il vous plaît, accompagnez cette dame jusqu'à la sortie. Elle dérange nos clients. Le vigile, un homme grand et fort d'une 50aine d'années, s'est approché de moi avec gentillesse mais fermeté. Son regard exprimait une certaine compassion, il avait dû assister à toute la scène et comprendre la situation. « Madame, je dois vous demander de bien vouloir vous retirer », a-t-il dit d'une voix douce mais déterminée. J'ai regardé ma fille une dernière fois. Elle était là, les bras croisés, le visage froid et impatient, attendant que je parte. Dans ses yeux, je ne trouvais aucune trace de la tendresse que j'avais vue grandir pendant 29 ans. C'était comme si elle regardait une parfaite inconnue. À ce moment précis, quelque chose a changé à jamais en moi. Une décision s'est cristallisée dans mon esprit, née de la douleur mais nourrie par une détermination que je ne me connaissais pas. D'accord, Sophie. Je m'en vais. Mais je te promets une chose, je reviendrai ici dans un mois. Et quand je reviendrai, tu te souviendras de qui je suis vraiment. Elle a ri avec dédain, un rire qui m'a glacé le sang. Bien sûr, maman. Quand tu reviendras, apporte des vêtements décents. Ce rire méprisant de ma propre fille a été la goutte qui a fait déborder le vase. En cet instant, j'ai compris que je devais reprendre ma dignité, non seulement pour moi, mais pour toutes les personnes qui seraient jugées sur leur apparence dans l'avenir. Je suis sorti du restaurant sous le regard curieux de tous les clients. Certains semblaient gênés par ce qu'ils venaient de voir, d'autres simplement intrigués. La pluie d'octobre tombait fort dans les rues de Paris, transformant les pavés en miroirs sombres qui reflétaient les lumières des vitrines. Mais je sentais à peine l'eau froide qui frappait mon visage. Mon âme était gelée, mais quelque chose de chaud et de puissant grandissait en moi. Tandis que je marchais dans les rues mouillées de pavés, me remémorant chaque humiliation que je venais de subir, je savais que ma vie avait changé à jamais. Non seulement à cause de la douleur que je ressentais, mais à cause de la détermination qui naissait en moi. Les passants se dépêchaient sous leur parapluie, les cafés étaient remplis de gens qui se réchauffaient avec un chocolat chaud, la vie parisienne continuait son cours normal. Mais pour moi, rien ne serait plus jamais pareil. Vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite? Comment une simple fonctionnaire publique retraitée a réussi à acheter un immeuble entier à Saint-Germain-des-Prés en seulement 30 jours? Comment j'ai découvert des secrets sur ma propre famille qui ont tout changé? Et quelle a été la réaction de Sophie quand elle m'a revue, mais cette fois, en tant que sa propriétaire? Cette histoire ne fait que commencer, et je peux vous garantir que ce qui va suivre va vous surprendre autant que cela m'a surprise. Parce que parfois, quand nous touchons le fond, nous découvrons des forces que nous ne savions même pas posséder. Le destin, comme j'allais le découvrir, a parfois des façons très particulières de rendre justice. Et moi, Apolline Delacroix, j'étais sur le point de découvrir que ma véritable histoire ne faisait que commencer. Quand je suis arrivée chez moi cette nuit-là, j'étais complètement trempée. Non seulement par la pluie parisienne qui n'avait cessé de tomber, mais par les larmes que je n'avais pas réussi à retenir pendant toute la marche de retour.
Mon petit appartement ne m'avait jamais paru si vide et silencieux. Le contraste était saisissant entre le restaurant bondé et animé que je venais de quitter et cette solitude pesante qui m'entourait maintenant. Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que j'avais acheté d'occasion il y a 15 ans dans une brocante du marché aux puces de Saint-Ouen, et j'ai regardé autour de moi. L'appartement racontait l'histoire de ma vie, des meubles simples mais bien entretenus, des livres de cuisine que j'avais achetés pour comprendre la passion de Sophie, des photos de famille dispersées sur les étagères comme autant de témoins de moments plus heureux. Les murs étaient couverts de photographies de Sophie. Sophie enfant avec ses premières dents qui manquaient, Sophie adolescente lors de sa remise de diplôme du collège, Sophie jeune femme se formant à l'école de gastronomie du Cordon Bleu. Dans toutes ces images, j'étais à ses côtés, souriant avec fierté, les yeux brillants d'amour maternel. Mais maintenant, regardant ces instantanés figés dans le temps, je ne ressentais qu'un vide profond dans la poitrine, comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. La pluie continuait de battre contre les fenêtres de mon appartement du 5e étage, créant cette mélodie mélancolique que seuls les Parisiens connaissent vraiment. Les gouttes descendaient le long des vitres comme des larmes, reflétant l'éclairage public de la rue en contrebas. J'ai fermé les yeux et tenté de faire le vide, mais les mots de Sophie résonnaient encore dans ma tête, « Tu n'appartiens pas à cet endroit ». C'est alors que mon regard s'est posé sur la vieille commode en bois massif que j'avais héritée de ma mère. Ce meuble avait traversé plusieurs générations de femmes de la Croix, portant en lui les secrets et les souvenirs de notre famille. Depuis des années, je n'avais pas ouvert la tiroir du fond, celui où je gardais les documents anciens et quelques souvenirs précieux de mes parents. Une impulsion étrange m'a poussé à me lever et à l'explorer. Peut-être était-ce le besoin de me reconnecter avec mes racines, de retrouver un sens d'appartenance que Sophie venait de me retirer si brutalement. Ou peut-être était-ce simplement la nostalgie d'une époque où je me sentais aimée et respectée. En fouillant entre les papiers jaunis par le temps, j'ai trouvé une chemise que j'avais complètement oubliée. Elle contenait des documents de l'époque où mon père était décédé, quand je n'avais que 20 ans et que le monde me semblait encore plein de possibilités infinies. Ma mère avait toujours été très discrète sur les questions financières de la famille, et moi, jeune et naïve, je n'avais jamais vraiment questionné ses décisions. Mais maintenant, relisant ces documents avec les yeux d'une femme mûre qui venait de vivre 69 années d'existence, j'ai commencé à comprendre des choses qui à l'époque n'avaient aucun sens pour moi. Il y avait des références à des propriétés immobilières, des investissements et une entreprise que mon grand-père avait fondée dans les années 1940, pendant les heures sombres de l'occupation. Ma mère m'avait toujours dit que nous avions tout perdu pendant la guerre, les bombardements, les confiscations, le chaos de la libération. Mais les documents que je tenais entre mes mains racontaient une histoire complètement différente. Il y avait des actes notariés, des certificats d'action, des contrats d'assurance qui suggéraient que la famille de la Croix avait non seulement survécu à la guerre, mais avait prospéré dans l'ombre. Mon cœur s'est mis à battre plus fort quand j'ai découvert, coincé entre deux feuilles officielles, une enveloppe portant mon nom écrit de la main délicate de ma mère. L'encre avait légèrement pâli avec le temps, mais les mots étaient encore parfaitement lisibles, pour ma chère Apolline, à ouvrir après ma mort. Ma mère était décédée il y a 10 ans d'un infarctus soudain, nous privant de cette conversation finale que toutes les filles espèrent avoir avec leur mère. Mais là, dans cette enveloppe jaunie, se trouvaient peut-être les mots qu'elle n'avait jamais eu le courage de me dire de son vivant. Mes mains tremblaient en déchirant délicatement le papier. À l'intérieur, plusieurs feuilles couvertes de son écriture soignée, datées de quelques mois avant sa mort. Elle avait donc préparé cette révélation, sachant peut-être que son cœur fatigué ne lui laisserait pas le temps de tout m'expliquer. Ma très chère Apolline, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde, et j'espère que tu me pardonneras le silence que j'ai gardé pendant toutes ces années. Il y a des choses que je n'ai jamais eu le courage de te révéler de mon vivant, mais que tu dois maintenant connaître. Ta grand-mère, Marguerite de la Croix, n'était pas seulement une simple femme au foyer comme je te l'ai toujours dit. Elle était l'héritière d'une famille de commerçants qui avait bâti un petit empire dans le domaine des tissus fins à Paris, bien avant que la guerre ne change le visage de l'Europe. Quand elle a épousé ton grand-père Henri, ils ont élargi leurs activités aux investissements immobiliers et aux placements financiers. Pendant l'occupation,
nous avons caché une grande partie de nos biens et propriétés en utilisant des noms de tiers et des sociétés écrans. C'était le seul moyen de protéger notre patrimoine des confiscations nazies et des collaborateurs qui s'enrichissaient sur le dos des familles françaises. Après la libération, avec toute la confusion et la reconstruction qui a suivi, beaucoup de ces actifs sont restés oubliés dans les coffres-forts des banques et les archives des notaires. J'ai toujours voulu te le dire, ma fille, mais j'avais peur que tu deviennes quelqu'un de différent, quelqu'un que je ne reconnaîtrais plus. J'ai préféré que tu grandisses dans la simplicité et le travail, comme moi j'ai été élevé par mes parents. Je voulais que tu apprennes la valeur de l'effort, que tu comprennes que le bonheur ne vient pas de l'argent mais des relations humaines et de l'accomplissement personnel. Mais maintenant que je ne suis plus là, je crois que tu as suffisamment de maturité et de sagesse pour gérer cet héritage avec discernement. Au coffre-fort de la Banque nationale de Paris, agence Châtelet, tu trouveras tous les documents originaux qui t'appartiennent de droit. Le numéro du compte est 47891B et le mot de passe est ta date de naissance suivie du prénom de ta grand-mère, Marguerite. Utilise ces ressources avec sagesse, ma fille. Et souviens-toi toujours, l'argent ne change pas qui nous sommes à l'intérieur, il ne fait que révéler qui nous avons toujours été au fond de notre cœur. Avec tout mon amour éternel, maman Colette. Dans la boîte en fer blanc cachée derrière les livres de la bibliothèque, tu trouveras les clés du coffre et une photographie de ta grand-mère Marguerite. Regarde-la bien, tu lui ressembles plus que tu ne le penses, et pas seulement physiquement. Mes mains tremblaient tellement en lisant cette lettre que j'ai dû la reposer sur mes genoux. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Cela ne pouvait pas être réel. Moi, Apolline Delacroix, qui avait passé 40 années à compter les centimes, à économiser sur tout, à vivre dans la simplicité la plus totale, je pourrais être l'héritière d'une fortune familiale? J'ai immédiatement cherché la boîte en fer blanc mentionnée dans la lettre. Effectivement, derrière les romans de Balzac et de Zola que ma mère chérissait tant, j'ai trouvé une petite boîte rouillée qui contenait 2 clés anciennes et une photographie sépia d'une femme élégante des années 1920. En regardant le visage de Marguerite Delacroix, j'ai eu le souffle coupé. Ma mère avait raison, la ressemblance était frappante. Même structure osseuse, mêmes yeux déterminés, même port de tête fière. Mais surtout, je reconnaissais dans son regard cette force intérieure que je venais de découvrir en moi après l'humiliation du restaurant. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai relu la lettre de ma mère des dizaines de fois, examiné chaque document, chaque indice. Lentement, les pièces du puzzle de ma vie familiale se mettaient en place. Ces vacances, chez des amis, que nous prenions parfois dans de belles maisons de campagne quand j'étais enfant, c'étaient nos propriétés. Ces cadeaux généreux que ma mère recevait parfois, d'anciens employeurs, c'étaient les revenus de nos investissements. Le lendemain matin, très tôt, je me suis dirigé vers la Banque nationale de Paris, agence Châtelet. Mon cœur battait la chamade tandis que je traversais le Pont-Neuf sous le soleil matinal qui faisait briller la Seine. Les quais étaient encore déserts, seuls quelques joggeurs matinaux et les premières péniches de touristes troublaient la tranquillité parisienne. J'étais nerveuse mais déterminée. Le directeur d'agence, Monsieur Bertrand, un homme distingué d'une 60aine d'années avec des cheveux gris soigneusement peignés et des lunettes à monture dorée, m'a reçu avec la cordialité professionnelle typiquement française. « En quoi puis-je vous aider, Madame Delacroix ? J'aimerais accéder à un coffre-fort. J'ai des raisons de croire que ma famille maintient un compte ici depuis plusieurs décennies. » Après avoir vérifié minutieusement mes documents d'identité et confirmé les informations que j'avais fournies, Monsieur Bertrand m'a mené jusqu'à la zone des coffres-forts, dans les sous-sols sécurisés de la banque. L'endroit avait quelque chose de solennel, avec ses murs épais et ses portes blindées qui gardaient les secrets de tant de familles parisiennes. Quand le coffre a été ouvert, j'ai failli m'évanouir. À l'intérieur se trouvaient des liasses de documents soigneusement classés, des titres de propriété au cachet officiel, des actions d'entreprises françaises et internationales, et une somme en billets que je n'avais jamais vue de ma vie. Mais ce qui a le plus attiré mon attention, c'était une enveloppe scellée avec de la cire rouge portant mon nom en lettres dorées. Est-ce que ceci m'appartient réellement ? Ai-je demandé, incrédule,
ma voix à peine audible. Monsieur Bertrand, qui avait examiné plusieurs des documents avec l'œil expert d'un banquier expérimenté, a confirmé d'un ton professionnellement neutre: « Madame, d'après les documents présents ici, vous êtes propriétaire d'au moins 4 immeubles dans le centre de Paris, d'actions dans 3 entreprises toujours actives, et d'un compte courant avec un solde substantiel. » « Combien ?» ai-je demandé, ma voix si faible qu'elle était presque inaudible. « Approximativement 2,3 millions d'euros, madame. Sans compter la valeur actuelle des biens immobiliers, qui pourrait facilement tripler ce montant selon l'évolution du marché parisien. » Je me suis senti défaillir. J'ai dû m'appuyer contre le mur froid du coffre-fort pour ne pas tomber. Presque 70 années d'existence, et je découvrais que j'étais multimillionnaire. Toutes ces années de privation, d'économie sur chaque achat, de refus de petits plaisirs pour garantir un avenir meilleur à Sophie, et il y avait suffisamment d'argent pour acheter le quartier entier où elle venait de m'humilier. Je suis rentré chez moi dans un état de choc complet. Le trajet en métro m'a paru irréel, tous ces gens qui se pressaient pour aller travailler, qui comptaient leurs euros, qui s'inquiétaient pour leur loyer, et moi, assise parmi eux avec dans mon sac les preuves d'une fortune que je n'avais jamais soupçonnée. J'ai passé le reste de la journée à étudier chaque document, chaque contrat, chaque titre de propriété. Lentement, j'ai commencé à comprendre l'étendue de l'héritage de ma famille. Les Delacroix n'étaient pas juste une famille de commerçants, ils avaient été de véritables investisseurs visionnaires qui avaient su prévoir les transformations de Paris au fil des décennies. Une des propriétés a particulièrement attiré mon attention, c'était un immeuble de 5 étages situé à Saint-Germain-des-Prés, dans la rue Bonaparte. Selon les documents, cet immeuble appartenait entièrement à la famille Delacroix depuis plus de 60 ans et était loué à divers locataires commerciaux. Mon cœur s'est arrêté quand j'ai vérifié l'adresse exacte, 47 rue Bonaparte. C'était exactement dans la même rue que le restaurant de Sophie. En fait, en regardant plus attentivement le plan du quartier, j'ai réalisé que c'était très probablement le même immeuble. C'est à ce moment qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée qui était à la fois terrible et géniale, effrayante et satisfaisante. Une idée qui pourrait transformer ma douleur en justice, ma humiliation en leçon de vie. Dans les jours qui ont suivi, j'ai consulté un avocat spécialisé en propriétés immobilières. Maître Dubois, un homme d'âge mûr avec une réputation impeccable dans le milieu juridique parisien, m'a aidé à comprendre tous les détails complexes de mon héritage. Madame Delacroix, vous possédez l'une des collections de propriétés immobilières les plus anciennes et les plus précieuses de Paris. Votre famille a été très intelligente en conservant ses actifs pendant toutes ces années, même à travers les périodes les plus troublées de notre histoire. Maître Dubois, j'ai un intérêt particulier pour une propriété spécifique. J'aimerais connaître l'identité des locataires actuels de l'immeuble du 47 rue Bonaparte. Il a vérifié attentivement les documents et m'a informé: ah oui, effectivement. Nous avons plusieurs locataires commerciaux dans cet immeuble. Au rez-de-chaussée, il y a un restaurant appelé le Jardin Doré. Les propriétaires sont un jeune couple, Sophie et Marc Rousseau. Ils nous laissent passe depuis 6 mois exactement. Mon cœur s'est emballé. Sophie m'avait menti une fois de plus. Elle n'était pas propriétaire du restaurant comme elle le prétendait, elle ne faisait que louer l'espace. Et, par une ironie du sort qui dépassait mes espérances les plus folles, elle louait à sa propre mère, sans le savoir. Quel est le montant du loyer actuel, ai-je demandé, essayant de garder un ton neutre. 8 000 € par mois, madame. Un prix tout à fait raisonnable pour cette localisation prestigieuse de Saint-Germain-des-Prés. 8 000 € par mois. Moi qui vivais avec une retraite de 1 200 € mensuels, j'étais propriétaire d'un immeuble qui rapportait 8 000 € rien que pour le rez-de-chaussée. Et il y avait 4 autres étages. Maître Dubois, j'aimerais réviser tous les contrats de location de cet immeuble. Et je veux connaître exactement quels sont mes droits en tant que propriétaire. Il m'a expliqué qu'en tant que propriétaire, j'avais le droit de ne pas renouveler les contrats de location à leur échéance, à condition de respecter le délai légal de préavis.
Je pouvais également établir de nouvelles règles pour le fonctionnement de l'immeuble et même reprendre le contrôle direct de n'importe quelle unité commerciale. Quand expire le contrat du restaurant, ai-je demandé, sentant mon plan prendre forme. Dans 3 semaines, madame. Ils ont signé un contrat de 6 mois avec option de renouvellement. 3 semaines. C'était exactement le délai dont j'avais besoin pour mettre mon plan à exécution. J'ai passé les jours suivants à étudier chaque détail de mon nouveau patrimoine. J'ai découvert que j'étais également propriétaire d'un appartement de luxe dans le 7e arrondissement, près de la Tour Eiffel, qui était loué 3 000 € par mois. Il y avait aussi un petit bureau dans le quartier latin et même une maison de campagne en Normandie. Mais toute mon attention était focalisée sur l'immeuble de la rue Bonaparte. J'ai commencé à fréquenter la zone, observant discrètement le mouvement, apprenant à connaître les autres locataires, comprenant la dynamique du quartier. C'est au cours d'une de ces inspections qu'un événement s'est produit qui a complètement changé ma perspective et renforcé ma détermination. J'étais assise dans un café du côté opposé de la rue, observant le mouvement du restaurant de Sophie, quand j'ai assisté à une scène qui m'a brisé le cœur. Une dame âgée, probablement de mon âge, s'est approchée du restaurant avec une jeune femme qui semblait être sa petite fille. La jeune femme était visiblement gênée, tirant sa grand-mère par le bras en lui disant « Grand-mère, cet endroit est trop cher pour nous. Cherchons un autre restaurant. » La dame, cependant, insistait avec une tendresse touchante « Mais c'est l'anniversaire des 60 ans de ta mère, ma chérie. Elle mérite un repas spécial pour cette occasion importante. » Elles sont entrées dans le restaurant, et j'ai pu voir à travers la vitrine ce qui s'est passé. Sophie les a reçues avec le même regard de dédain qu'elle m'avait adressé. Je pouvais voir qu'elle était clairement incommodée par l'apparence simple des 2 femmes, par leurs vêtements modestes et leur allure de gens ordinaires. Après quelques minutes à peine, elles sont ressorties du restaurant. La dame âgée était visiblement bouleversée, et la jeune femme tentait de la consoler avec des gestes affectueux. Je me suis approché d'elle discrètement, mon cœur de mère blessée reconnaissant la douleur dans leurs yeux. « Excusez-moi de m'immiscer, mais j'ai remarqué que vous étiez sorti rapidement du restaurant. Il s'est passé quelque chose ?» La jeune femme m'a regardé avec une certaine méfiance naturelle, nous étions à Paris, après tout, mais la dame a répondu avec cette franchise désarmante des personnes âgées. « Ah, madame, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de table disponible, mais j'ai vu plusieurs tables vides. Je pense qu'ils n'ont pas aimé notre apparence. » « C'est l'anniversaire de ma mère, » a expliqué la jeune femme, sa voix trahissant sa déception. Grand-mère voulait l'emmener dîner dans un endroit spécial, mais apparemment nous ne sommes pas le type de cliente qu'il souhaite. Mon cœur s'est serré. Sophie était en train de faire à d'autres familles exactement ce qu'elle m'avait fait. Elle était devenue une personne qui jugeait les gens sur leur apparence, qui refusait le service à ceux qu'elle ne considérait pas comme appropriés pour son établissement. À ce moment précis, j'ai pris une décision définitive. Il ne s'agissait plus seulement de me venger de l'humiliation que j'avais subie. Il s'agissait d'enseigner une leçon importante sur le respect, la dignité et les vraies valeurs humaines. Il s'agissait de protéger d'autres personnes innocentes de la cruauté que ma fille infligeait par orgueil et snobisme. « Mesdames, leur ai-je dit avec un sourire chaleureux, je connais un excellent restaurant tout près d'ici. Permettez-moi de vous inviter à dîner. Ce sera un plaisir de faire votre connaissance et de célébrer avec vous. » Je les ai emmenés dans un restaurant accueillant à quelques rues de là, où nous avons été reçus avec cordialité et respect authentique. Pendant le repas, j'ai découvert qu'elles s'appelaient Marie et Céleste, et que la fille de Marie fêtait effectivement ses 60 ans ce jour-là. Quand l'heure de payer l'addition est arrivée, elles ont insisté pour partager, mais j'ai refusé catégoriquement. « Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de votre fille », ai-je dit à Marie. Laissez qu'une inconnue fasse partie de cette célébration. Céleste, la petite fille, était visiblement émue. Des larmes brillaient dans ses yeux quand elle m'a dit « Madame, il existe peu de personnes comme vous dans ce monde. Merci d'avoir transformé une journée triste en quelque chose de spécial. » Je suis rentrée chez moi cette nuit-là avec une sensation étrange dans la poitrine. Pour la première fois depuis des jours,
je ne pensais pas à la vengeance, mais à la justice. Je ne voulais pas simplement humilier Sophie comme elle m'avait humilié. Je voulais lui enseigner les valeurs que j'avais essayé de lui transmettre pendant toute sa vie, mais qu'elle avait choisi d'ignorer. Le plan qui a commencé à se former dans mon esprit était plus complexe que simplement apparaître comme propriétaire de l'immeuble. Je voulais qu'elle comprenne le poids de ses actions, qu'elle réalise comment ses paroles pouvaient blesser les gens, et qu'elle apprenne à valoriser ce qui compte vraiment dans la vie. Avec 2 semaines restantes avant l'expiration du contrat de location, j'ai commencé à mettre mon plan en action. Mais avant toute chose, je devais comprendre complètement qui ma fille était devenue, et s'il y avait encore de l'espoir de récupérer la petite fille affectueuse que j'avais élevée. Ce que j'ai découvert dans les jours suivants m'a surprise de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Et m'a fait réaliser que l'histoire que je pensais connaître sur ma propre fille n'était que la pointe de l'iceberg d'une réalité beaucoup plus complexe et douloureuse. Dans les jours qui ont suivi ma découverte sur l'héritage familial, j'ai décidé d'enquêter plus profondément sur la vie de Sophie. Après tout, si elle avait menti sur le fait d'être propriétaire du restaurant, quels autres mensonges pouvait-elle bien raconter ? La douleur de sa trahison était encore vive, mais j'avais besoin de comprendre qui ma fille était vraiment devenue. J'ai engagé un détective privé, Monsieur Leroy, un homme discret et expérimenté qui m'avait été recommandé par mon avocat. C'était un quinquagénaire aux cheveux grisonnants, avec ses yeux perçants qui semblaient tout observer et tout analyser. Je lui ai expliqué la situation, omettant seulement les détails les plus intimes de ma douleur personnelle. Madame Delacroix, je comprends votre préoccupation. Parfois, quand les enfants s'éloignent de leur famille, c'est parce qu'ils cachent quelque chose d'important. Permettez-moi d'enquêter discrètement et de vous apporter des informations concrètes. Dans ce métier, j'ai appris que la vérité, même douloureuse, vaut toujours mieux que l'incertitude. Son bureau, situé dans le 9e arrondissement près de l'Opéra, respirait le professionnalisme. Des dossiers soigneusement rangés, une bibliothèque juridique impressionnante, et cette atmosphère feutrée qui inspirait confiance. Monsieur Leroy avait cette façon particulière d'écouter, hochant la tête au bon moment, prenant des notes précises, posant les bonnes questions sans jamais sembler indiscret. Une semaine plus tard, il m'a contacté avec un rapport qui a complètement bouleversé ma perspective sur la situation. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café discret près de Notre-Dame, loin des oreilles indiscrètes et des regards curieux. Madame, ce que j'ai découvert est complexe. Votre fille Sophie traverse de sérieuses difficultés financières. Le restaurant est au bord de la faillite. Mon cœur s'est serré malgré tout ce qui s'était passé entre nous. Malgré la douleur qu'elle m'avait infligée, elle restait ma fille, et l'entendre dans le besoin réveillait cet instinct maternel que rien ne peut vraiment éteindre. Comment cela, ai-je demandé, ma voix trahissant une inquiétude que je n'arrivais pas à dissimuler. Elle et son mari ont investi toutes leurs économies dans le restaurant, en plus d'avoir contracté des emprunts considérables auprès de plusieurs banques. D'après mes calculs, ils doivent approximativement 150 000 € aux banques et aux fournisseurs. Le loyer de l'espace est déjà en retard de 2 mois. Cette révélation expliquait beaucoup de choses. Le comportement de Sophie, sa nervosité, cette obsession pour l'image et le prestige, tout prenait soudain un sens différent. Continuez, ai-je demandé, sentant que ce n'était que le début. Il y a plus, madame. Sophie a menti systématiquement sur le succès du restaurant. Elle raconte aux gens que l'affaire prospère, mais la vérité est qu'ils arrivent à peine à payer les employés. Elle est désespérée de maintenir les apparences, au point d'emprunter de l'argent à des particuliers pour donner l'impression que tout va bien. Le portrait qui se dessinait était celui d'une jeune femme prise dans un engrenage destructeur de mensonges et de dettes. Mais cela n'excusait pas son comportement envers moi et les autres clients. Et concernant son attitude ? Son comportement avec les clients ? Monsieur Leroy a hésité, consultant ses notes avant de répondre. C'est la partie la plus troublante de mon enquête, madame. En m'entretenant discrètement avec des employés actuels et d'anciens employés, j'ai découvert que Sophie a développé une obsession pour n'attirer que des clients de haute classe sociale. Elle croit que si elle réussit à créer une réputation de restaurant exclusif, elle pourra augmenter les prix et sauver l'entreprise.
Donc elle rejette des clients intentionnellement? Exactement. Elle a donné des instructions à son équipe pour décourager toute personne qui ne semble pas avoir suffisamment d'argent. Cette politique cause de sérieux problèmes avec le personnel. 3 employés ont déjà démissionné parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec cette approche. Cette information m'a dévastée. Ma fille n'était pas seulement cruelle, elle était cruelle par désespoir. Cela ne justifiait pas le traitement qu'elle m'avait infligé, mais cela m'aidait à comprendre qu'il y avait une motivation plus profonde derrière son comportement. Il y a autre chose, madame, a continué Monsieur Leroy, sa voix prenant un ton plus grave. Sophie cache la situation financière à son mari. Marc ne sait pas à quel point la situation est grave. Elle a contracté des emprunts personnels au nom des 2 époux sans qu'ils le sachent. Elle s'enfonce dans des dettes secrètes? Oui. Et il y a encore autre chose. Sophie cherche des investisseurs privés. Elle est prête à vendre une partie du restaurant à n'importe qui serait disposé à injecter de l'argent dans l'affaire. Elle a même publié des annonces discrètes dans des journaux spécialisés. Cette dernière information m'a donné une idée. Une idée qui pourrait transformer ma stratégie de confrontation en une opportunité de rédemption et d'enseignement. J'ai passé la nuit entière à réfléchir, marchant dans mon petit appartement comme une lionne en cage. Je pouvais simplement apparaître au restaurant en tant que propriétaire de l'immeuble et humilier Sophie devant tout le monde, comme elle l'avait fait avec moi. Ce serait une vengeance douce et justifiée, et Dieu sait qu'elle la méritait. Mais était-ce la bonne chose à faire? Étais-je le genre de personne qui se vengeait, même quand cette vengeance était méritée? Je me suis souvenu de la lettre de ma mère, l'argent ne change pas qui nous sommes à l'intérieur, il ne fait que révéler qui nous avons toujours été. Qui avais-je toujours été? J'avais toujours été une mère qui aimait sa fille inconditionnellement, même quand elle ne méritait pas cet amour. J'ai décidé que mon approche serait différente. Ce ne serait pas une vengeance, mais une leçon de vie. Une opportunité pour Sophie d'apprendre l'humilité, l'importance de la famille et les vraies valeurs humaines. Dans les jours suivants, j'ai mis mon plan en action. D'abord, par l'intermédiaire de mon avocat, j'ai envoyé une proposition formelle de partenariat au restaurant Le Jardin Doré. La proposition venait d'une investisseuse anonyme, intéressée par l'injection de capital dans l'affaire en échange d'une participation dans la société. La réponse de Sophie a été immédiate et désespérée. Elle a accepté de rencontrer cette investisseuse, dans le restaurant même, un mardi soir après la fermeture au public. Pendant ce temps, j'ai continué mon observation discrète du restaurant. J'ai été témoin de plus de scènes où Sophie rejetait des clients basés sur leur apparence, et chacune d'elles renforçait ma détermination à lui enseigner une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Mais j'ai aussi commencé à percevoir des détails qui m'avaient échappé auparavant. Sophie était visiblement stressée, plus maigre que lors de notre dernière rencontre avant l'incident, avec des cernes profondes sous les yeux. Ses mouvements étaient nerveux, et elle semblait toujours au bord d'un effondrement nerveux. Pendant une de mes observations, j'ai assisté à une dispute entre Sophie et Marc, son mari. Ils étaient dans la cuisine, mais leur voix était assez forte pour que je puisse les entendre depuis la rue. Sophie, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Les fournisseurs menacent de couper notre crédit. Je le sais, Marc. Je fais ce que je peux. Tu fais quoi? Rejeter des clients qui ne semblent pas assez riches? C'est de la folie. Tu ne comprends pas. Nous devons construire une réputation exclusive. Nous avons besoin d'argent, Sophie. De l'argent réel, de vrais clients. J'ai trouvé une investisseuse. Elle veut nous rencontrer demain. La voix de Marc est devenue pleine d'espoir. Sérieusement? Qui est-ce? Je ne sais pas grand-chose sur elle, mais elle semble avoir beaucoup d'argent. Elle veut injecter du capital dans l'affaire. Sophie, tu es sûre que c'est réel? Ce n'est pas une sorte d'arnaque? Marc, nous sommes désespérés. Nous n'avons pas le choix. En entendant cette conversation, j'ai réalisé que Marc était une personne décente qui était entraînée dans une situation terrible par les décisions de Sophie.
Il était clairement en désaccord avec ces tactiques et genuinement inquiet pour leur avenir. Le soir prévu pour la rencontre, je suis arrivé au restaurant à 22h, comme convenu. Je m'étais habillé de façon élégante mais discrète, un ensemble noir coûteux que j'avais acheté spécialement pour l'occasion, des chaussures en cuir italien et un sac Hermès vintage que j'avais trouvé dans une boutique de luxe du 8e arrondissement. Mon apparence était impeccable, méconnaissable de la femme simple qui avait été humiliée 3 semaines auparavant. Sophie et Marc m'attendaient nerveusement. Le restaurant était fermé au public, avec seulement quelques lumières allumées créant une ambiance intime et feutrée. Quand j'ai frappé à la porte, c'est Marc qui m'a accueilli. « Madame » a-t-il demandé, clairement impressionné par mon apparence soignée. « Delacroix » ai-je répondu, utilisant mon vrai nom de famille, mais en le prononçant différemment, avec un accent légèrement plus raffiné. « Apolline Delacroix ». Sophie s'est approchée, tendant la main avec un sourire nerveux mais professionnel. Elle m'a regardé directement dans les yeux, mais n'a montré aucun signe de reconnaissance. 3 semaines de stress et la différence drastique dans mon apparence avaient parfaitement fonctionné. « Madame Delacroix, quel plaisir de vous rencontrer. Je suis Sophie Rousseau, chef et propriétaire du Le Jardin Doré. » Propriétaire. Elle mentait encore, même dans une situation où l'honnêteté serait cruciale pour obtenir l'investissement. « Le plaisir est partagé », ai-je répondu, gardant ma voix contrôlée. « J'ai entendu beaucoup de bien de votre établissement. » Nous nous sommes assises à une table qui avait été spécialement dressée avec la meilleure cristallerie et l'argenterie du restaurant. Sophie essayait clairement d'impressionner, mais ses gestes nerveux trahissaient son désespoir. « Madame Delacroix » a commencé Sophie, « nous sommes très enthousiastes à l'idée d'un partenariat. Le Jardin Doré devient rapidement l'un des restaurants les plus exclusifs de Saint-Germain. » « Exclusif » ai-je demandé, feignant la curiosité. « Dans quel sens ? » « Eh bien, » a continué Sophie, avec une lueur dans les yeux, « notre clientèle est très sélective. Nous ne servons que des personnes d'un certain niveau social. Cela nous permet de maintenir des prix élevés et une atmosphère sophistiquée. » Marc semblait mal à l'aise avec l'explication de sa femme, mais est resté silencieux. « Intéressant, » ai-je dit, prenant une gorgée du vin coûteux qu'ils avaient servi. « Et comment faites-vous cette sélection ?» Sophie s'est penchée vers l'avant, confiante. « Nous avons des critères rigoureux. Apparence, comportement, façon de s'habiller. Nous ne permettons pas à n'importe qui d'entrer ici et de compromettre l'expérience de nos clients raffinés. » Je vois. Et cela fonctionne bien pour vous financièrement ? Il y a eu une pause inconfortable. Marc a regardé Sophie, qui a rapidement répondu « Absolument. Nos profits ont été substantiels. » C'était un mensonge, et nous le savions tous, mais j'ai laissé passer. « J'aimerais voir les registres financiers, naturellement, » ai-je dit. Le visage de Sophie est devenu pâle. « Bien sûr, madame. Mais peut-être pourrions-nous d'abord discuter des détails du partenariat ? » Très bien. Je pense à investir 200 000 € dans l'affaire. En échange, j'aimerais 60% de la société. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. C'était exactement le montant dont elle avait besoin pour régler toutes les dettes et avoir encore du capital de roulement. C'est très généreux, a balbutié Marc. Mais il y a quelques conditions, ai-je continué. J'aimerais mieux comprendre comment vous traitez tous les types de clients. Après tout, un investissement de cette ampleur nécessite des garanties que l'affaire sera durable à long terme. Comment ça ? A demandé Sophie, nerveuse. Eh bien, j'ai entendu quelques commentaires, des rumeurs selon lesquelles vous seriez très sélectif avec la clientèle. Certains disent même que vous rejetez des gens basés sur leur apparence. Sophie est devenue rouge. Madame, ce ne sont que des malentendus. Nous traitons tous les clients avec le maximum de respect. Parfait, ai-je dit en souriant. Alors cela ne vous dérangerait pas de faire une petite démonstration ? Démonstration, a demandé Marc. Oui. J'aimerais voir comment vous gérez différents types de clients. Nous pourrions faire un test simple.
Sophie et Marc ont échangé des regards confus, mais ont accepté. Parfait, ai-je dit en me levant. Je reviendrai dans quelques minutes avec quelques clients-tests. Je veux voir comment vous les recevrez. Je suis sorti du restaurant et j'ai marché jusqu'au coin de la rue, où Marie et Céleste, les dames que j'avais rencontrées quelques semaines plus tôt, m'attendaient comme nous l'avions convenu. Je les avais contactées et leur avais expliqué que j'aimerais faire une petite surprise au restaurant qui les avait rejetées. Êtes-vous prêtes, mesdames? Oui, a dit Marie, encore un peu nerveuse. Mais êtes-vous sûre que c'est une bonne idée? Faites-moi confiance. Aujourd'hui, vous aurez le dîner que vous méritez. Nous sommes retournés au restaurant ensemble. J'ai frappé à la porte à nouveau, et Sophie est venue ouvrir. Quand elle a vu les deux dames avec moi, son visage s'est légèrement contracté, mais elle a essayé de garder sa contenance. Madame Delacroix, a-t-elle dit en forçant un sourire, qui sont vos accompagnatrices? Voici Madame Marie et sa petite fille Céleste, ai-je dit calmement. Elles sont des clientes potentielles qui sont intéressées à découvrir votre restaurant. Sophie a regardé les deux femmes avec le même dédain qu'elle avait montré auparavant, mais a essayé de le dissimuler à cause de ma présence. Bien sûr, a-t-elle dit sans beaucoup d'enthousiasme. Entrez, s'il vous plaît. Nous nous sommes toutes assises à la table. Sophie et Marc ont apporté le menu, mais il était évident qu'ils étaient mal à l'aise avec la situation. Madame Delacroix, a dit Sophie à voix basse, peut-être serait-il mieux si nous discutions des affaires en privé d'abord. Non, non, ai-je répondu fermement. Je veux voir exactement comment vous traitez tous vos clients. Après tout, si je vais investir dans votre affaire, je dois savoir qu'elle est inclusive et accueillante. Pendant les 30 minutes suivantes, j'ai observé Sophie lutter entre son instinct de rejeter Marie et Céleste et son besoin désespéré d'impressionner elle, investisseuse. Elle a été polie, mais froide, n'offrant que les plats les moins chers du menu et évitant de faire un contact visuel avec les deux dames. Marie et Céleste, de leur côté, étaient clairement mal à l'aise avec le traitement qu'elles recevaient, mais sont restées polies pour mon bien. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de révéler mon identité. Sophie, ai-je dit, ma voix devenant plus sérieuse, puis-je vous parler en privé? Elle m'a suivi vers un coin plus discret du restaurant. Madame Delacroix, j'espère que vous n'avez pas été dérangée par... Sophie, l'ai-je interrompue, ma voix reprenant maintenant son ton familier, tu ne me reconnais vraiment pas? Elle m'a regardé plus attentivement, et lentement la reconnaissance a commencé à apparaître dans ses yeux. Le sang a quitté son visage. Maman, a-t-elle chuchoté, incrédule. Oui, Sophie. C'est moi. Ta mère. La même femme que tu as humiliée dans ce même endroit il y a 3 semaines. La même femme que tu as appelée pauvre et inadéquate. La même femme que tu as reniée devant des étrangers. Sophie a commencé à trembler. Maman, comment, tu es? Différente? Bien habillée? Avec de l'argent, ai-je demandé. C'est incroyable comme les apparences peuvent tromper, n'est-ce pas? Elle a regardé autour d'elle, réalisant que Marc et les deux dames observaient notre conversation avec curiosité. Maman, je peux expliquer. Tu peux? Alors explique-moi comment tu es devenue une personne qui juge les autres sur leur apparence. Explique-moi comment tu as renié ta propre mère pour impressionner des étrangers. Explique-moi comment tu es devenue exactement le type de personne que j'ai essayé de t'enseigner à ne pas être. Des larmes ont commencé à couler sur le visage de Sophie. Maman, j'étais désespérée, le restaurant fait faillite, j'ai pensé que si je pouvais créer une image exclusive. Alors tu as décidé qu'humilier des personnes innocentes était acceptable? Que rejeter ta propre mère était un prix juste à payer pour le succès? Non. Je me suis perdue, maman. Tout s'écroulait, et j'avais tellement peur. Nous sommes retournés à la table, où Marc était clairement confus par la tension dans l'air. Sophie, ai-je dit assez fort pour que tous puissent entendre, j'aimerais vous présenter ma mère, Apolline Delacroix. Marc a failli s'étouffer avec sa boisson. Votre mère? Oui,
ai-je confirmé. Et je suis aussi la propriétaire de cet immeuble où vous louez l'espace pour le restaurant. Le silence a été absolu. Sophie était pâle comme du papier, Marc semblait traiter les informations, et Marie et Céleste observaient la scène avec fascination. Propriétaire, a répété Marc, incrédule. Il y a 3 semaines, ai-je continué, je suis venue dans ce restaurant comme une mère fière, voulant découvrir l'affaire de ma fille. J'ai été traitée comme de la vermine, humiliée publiquement et expulsée d'ici. Sophie m'a renié, a dit que j'étais juste une ancienne femme de ménage, et m'a demandé de partir. Marc a regardé Sophie avec choc et déception. Sophie, tu as fait ça à ta propre mère? Sophie pleurait ouvertement maintenant. Marc, j'avais tellement honte, elle était habillée simplement, et j'avais peur que les clients pensent. Pense quoi? Ai-je demandé. Que tu viens d'une famille humble? Que ta mère a travaillé dur toute sa vie pour te donner des opportunités? Que tu n'es pas née dans un berceau doré? Madame, a dit Marie gentiment, si vous me permettez, je comprends la douleur de madame. Nous aussi, nous avons été rejetés ici il y a quelques semaines. Sophie a regardé Marie avec surprise. Vous étiez déjà venue ici? Oui, a confirmé Céleste. C'était l'anniversaire de ma mère. Grand-mère voulait l'emmener dîner dans un endroit spécial, mais madame nous a dit qu'il n'y avait pas de table disponible, bien qu'il y en ait clairement. La honte sur le visage de Sophie était évidente. Elle commençait à comprendre l'ampleur de ses actions et leur impact sur de vraies personnes avec de vrais sentiments. L'air dans le restaurant était lourd d'émotions non dites, de regrets et de révélations qui changeaient à jamais la dynamique entre nous tous. Sophie devait maintenant faire face non seulement à sa mère qu'elle avait blessée, mais aussi à son mari qui découvrait ses mensonges, et aux victimes innocentes de sa politique cruelle. Ce moment de vérité était arrivé, et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le silence qui a suivi n'a été brisé que par le bruit des larmes de Sophie tombant sur la table en bois. Marc était clairement en état de choc, essayant de traiter les révélations des dernières minutes. L'atmosphère dans le restaurant était lourde d'émotions, de secrets révélés et de vérités douloureuses qui flottaient dans l'air comme des fantômes du passé. « Sophie, a dit Marc d'une voix tremblante, tu as menti sur tout? Sur le succès du restaurant, sur le traitement des clients, sur ta propre famille ?» Sophie n'arrivait pas à parler. Ses larmes parlaient pour elle, chaque goutte portant le poids de la culpabilité et du regret. Je me suis rassise à la table, ma posture ferme mais pas cruelle. Marc, laissez-moi vous expliquer la situation réelle de votre affaire. J'ai sorti une chemise de mon sac, la même chemise que mon avocat avait préparée avec tous les documents concernant l'immeuble et les dettes du restaurant. Vous devez 8 000 € de loyer en retard, 150 000 € aux banques et aux fournisseurs, et vous avez approximativement 2 semaines avant que les créanciers n'entament des procédures légales. Marc est devenu pâle. Sophie, c'est vrai? Elle a hoché la tête, incapable de regarder son mari dans les yeux. En tant que propriétaire de cet immeuble, ai-je continué, je pourrais simplement vous expulser. Ce serait mon droit légal. Je pourrais aussi rendre publique la façon dont vous traitez les clients, ce qui ruinerait certainement toute réputation qui reste. Sophie a finalement trouvé sa voie. Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai commis des erreurs terribles, mais... Mais quoi, Sophie? Tu veux que j'oublie tout parce que maintenant tu as découvert que j'ai de l'argent? Quand tu pensais que j'étais juste une retraitée pauvre, c'était acceptable de m'humilier. Maintenant que tu sais que je suis propriétaire de ton immeuble, soudainement je mérite le respect? Non, s'est exclamée Sophie, se levant brusquement. Ce n'est pas à cause de l'argent. C'est parce que j'ai réalisé que je suis devenue une personne horrible. Et le pire, c'est que je l'ai fait à la personne que j'aime le plus au monde. Elle s'est tournée vers Marie et Céleste. Mesdames, je n'ai pas de mots pour m'excuser. Vous êtes venus ici pour célébrer quelque chose de spécial, et je vous ai traité comme si vous étiez indésirable. C'est impardonnable. Marie, avec sa gentillesse typique, a répondu, « Ma chère, nous commettons tous des erreurs. L'important est d'apprendre d'elles. »
Mais je ne sais pas si je peux apprendre, a dit Sophie, sa voix brisée. Regardez ce que je suis devenue. Ma propre mère m'a élevée pour être une personne bonne, travailleuse, respectueuse, et j'ai jeté toutes ces valeurs par la fenêtre. Marc s'est levé et a embrassé Sophie. Sophie, tu peux apprendre. Nous pouvons réparer cela ensemble. J'ai regardé le couple enlacé, Marie et Céleste qui observaient avec compassion, et j'ai senti quelque chose changer en moi. La colère que j'avais portée pendant 3 semaines se transformait en quelque chose de différent, quelque chose de plus puissant que la vengeance. Sophie, ai-je dit doucement, assieds-toi. Il y a plus de choses que tu dois savoir. Elle s'est assise, essuyant ses larmes avec une serviette. D'abord, je veux que tu comprennes que l'argent que j'ai ne me rend pas meilleure ou pire personne que j'étais il y a 3 semaines. Je suis la même Apolline que tu as humiliée. La différence est que maintenant tu sais que les apparences peuvent tromper. Elle a hoché la tête, pleurant encore. Deuxièmement, je veux que tu comprennes que tes actions n'ont pas affecté que moi. Chaque personne que tu as rejetée, chaque famille que tu as jugée indigne de ton établissement, chaque employé qui a démissionné parce qu'il n'était pas d'accord avec tes politiques, tous ont été blessés par tes préjugés. Je le sais, a chuchoté Sophie. Et je ne sais pas comment vivre avec ça. Tu vis en apprenant et en changeant, ai-je dit fermement. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. J'ai ouvert la chemise et sorti plusieurs documents. Marc, Sophie, je vais vous faire une proposition. Mais d'abord, je veux clarifier quelque chose. Ils m'ont regardé avec attention. Premièrement, le comportement discriminatoire envers les clients s'arrête aujourd'hui. Complètement. Ce restaurant sera un endroit où toute personne qui entre sera traitée avec dignité et respect, indépendamment de l'apparence, de la classe sociale ou de tout autre facteur. Oui, a dit Sophie immédiatement. Absolument. Deuxièmement, la malhonnêteté s'arrête. Sophie, tu as menti à Marc sur les dettes, menti aux clients sur le fait d'être propriétaire, menti sur le succès de l'affaire. À partir d'aujourd'hui, seulement la vérité. Je le promets, maman. Troisièmement, vous allez travailler pour réparer les dommages. Cela signifie contacter toutes les personnes qui ont été maltraitées ici et vous excuser personnellement. Cela signifie implémenter des politiques qui garantissent que tous les clients se sentent les bienvenus. Marc a hoché la tête vigoureusement. Nous sommes d'accord avec tout cela. Mais, quelle est la proposition? Je vais régler toutes vos dettes, ai-je dit. Le silence a été total. Je vais pardonner le loyer en retard, je vais payer les emprunts bancaires, je vais régler avec les fournisseurs. Et je vais fournir du capital de roulement pour que vous puissiez recommencer. Sophie a recommencé à pleurer, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement et de gratitude. Mais, ai-je continué, je ne fais pas cela en tant qu'investisseuse. Je le fais en tant que mère. En tant que quelqu'un qui croit que les gens peuvent changer et grandir. Maman, a commencé Sophie. Laisse-moi finir. En échange, je veux seulement une chose, que vous deveniez le type de restaurant que notre famille a toujours valorisé. Un endroit où tous sont les bienvenus, où la nourriture est préparée avec amour, où les gens repartent en se sentant mieux qu'en arrivant. Marc était visiblement ému. Madame Delacroix, c'est plus de générosité que nous ne méritons. Peut-être, ai-je concédé. Mais c'est ce que les familles font les unes pour les autres. Elles se soutiennent, même quand l'une d'elles commet des erreurs graves. Sophie s'est levée et est venue vers moi. Maman, puis-je t'embrasser? J'ai ouvert mes bras, et elle s'y est jetée comme une enfant. À ce moment, j'ai senti comme si ma vraie fille revenait, la petite fille affectueuse et empathique que j'avais élevée. Je suis désolée, a-t-elle chuchoté à mon oreille. Désolée pour tout. Pour t'avoir humiliée, pour t'avoir reniée, pour être devenue une personne que tu ne reconnaissais pas. J'étais tellement perdue. Je sais, ma chérie, ai-je répondu, caressant ses cheveux comme je le faisais quand elle était petite. Mais nous ne sommes pas ici pour vivre dans le passé. Nous sommes ici pour construire un avenir meilleur. Quand nous nous sommes séparés,
je me suis tournée vers Marie et Céleste. Mesdames, si vous me permettez, j'aimerais faire une invitation officielle. Aimeriez-vous être les premières clientes du nouveau Le Jardin Doré? Sophie préparera personnellement un dîner spécial pour vous. Marie a souri. Ce serait un honneur. Sophie s'est immédiatement dirigée vers la cuisine. Laissez-moi préparer quelque chose de spécial pour vous. Quelque chose fait avec tout l'amour que j'aurais dû montrer depuis le début. Pendant que Sophie cuisinait, nous avons discuté des prochaines étapes. Marc s'est montré genuinement engagé au changement, et ensemble nous avons commencé à planifier comment implémenter les nouvelles politiques du restaurant. Madame Delacroix, a dit Marc, puis-je demander comment Madame a réussi, tout cela? L'argent, les propriétés? Je leur ai raconté l'histoire de la découverte de l'héritage de ma famille, les années que j'avais passées sans connaître ma vraie situation financière. L'ironie, ai-je dit, c'est que j'aurais pu vivre confortablement toutes ces années. Mais je suis reconnaissante de ne pas l'avoir su avant. Cela m'a appris la valeur du travail dur, de la simplicité, de l'humilité. Des valeurs que j'ai essayé de transmettre à Sophie, mais qu'elle avait temporairement oubliées. Quand Sophie est revenue de la cuisine avec des plats magnifiquement présentés, son visage était différent. Il y avait une légèreté là que je n'avais pas vue depuis des années. Pour Madame Marie et Céleste, a-t-elle dit, les servant en premier, un coq au vin préparé avec la recette de ma grand-mère. Et pour maman, une ratatouille, parce que c'est le plat que tu demandais toujours quand j'apprenais à cuisiner. La nourriture était délicieuse, mais plus important que cela était l'atmosphère. Pour la première fois en années, j'ai senti que je dînais avec ma vraie fille. Pendant le repas, Sophie s'est excusée plusieurs fois, mais je l'ai interrompue. Assez d'excuses, ai-je dit. Maintenant, c'est le moment de l'action. Montre-moi à travers tes actes futurs que tu as appris. Quand la soirée s'est terminée, Marie et Céleste se sont dit au revoir avec des promesses de revenir régulièrement. C'était le dîner le plus spécial que nous ayons jamais eu, a dit Céleste. Non seulement pour la nourriture, mais pour la leçon d'humanité à laquelle nous avons assisté. Après leur départ, nous sommes restés tous les trois, Sophie, Marc et moi, rangeant le restaurant. Maman, a dit Sophie en organisant les tables, puis-je poser une question? Bien sûr. Si tu n'avais pas découvert l'héritage, si tu étais encore la fonctionnaire retraitée d'avant, tu me pardonnerais de la même façon? La question m'a surprise, mais la réponse est venue immédiatement. Oui, Sophie. Parce que le pardon n'a rien à voir avec l'argent ou le statut. Il a à voir avec l'amour et la famille. Elle a arrêté ce qu'elle faisait et m'a regardé. Comment peux-tu en être si sûre? Parce que je suis ta mère. Et être mère signifie aimer inconditionnellement, même quand c'est difficile. Cela signifie croire que les gens peuvent changer, surtout quand ces gens sont tes enfants. Cette nuit-là, quand je suis finalement rentrée chez moi, je me sentais différente. La colère et la douleur que j'avais portées pendant 3 semaines s'étaient transformées en quelque chose de plus puissant, l'espoir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai suivi de près les changements au Le Jardin Doré. Sophie et Marc ont implémenté de nouvelles politiques qui garantissaient que tous les clients soient bien accueillis. Ils ont créé un menu avec des options pour différents budgets, formé l'équipe sur l'hospitalité inclusive, et Sophie s'est personnellement excusée auprès de tous les employés qui avaient démissionné. Plus important encore, Sophie a commencé à chercher activement les personnes qu'elle avait rejetées auparavant. Elle a visité Marie et Céleste chez elle, leur apportant des dîners spéciaux en guise d'excuse. Elle a contacté d'anciens employés pour demander pardon et les inviter à revenir. Le restaurant a commencé à prospérer d'une façon genuinement authentique. La clientèle est devenue diversifiée, l'atmosphère plus chaleureuse, et les évaluations en ligne se sont considérablement améliorées. Plus important que le succès financier était le fait que Sophie avait retrouvé son humanité. 3 mois après cette nuit de confrontation et de rédemption, nous étions toutes réunies à nouveau au Le Jardin Doré, moi, Sophie, Marc, Marie, Céleste, et plusieurs autres clients qui étaient devenus des habitués. Le restaurant était plein, non pas de gens riches essayant de s'impressionner mutuellement,
mais de familles, de couples, d'amis, de personnes de tous âges et classes sociales, tous profitant de bonne nourriture et de compagnie chaleureuse. Sophie s'est approchée de notre table avec un sourire genuinely authentique. Maman, merci. Pourquoi? Pour m'avoir appris que le vrai succès n'est pas d'impressionner des étrangers ou de construire des murs entre les gens. C'est de construire des ponts, de faire que les gens se sentent valorisés, d'honorer d'où nous venons. J'ai regardé autour du restaurant, les familles riant ensemble, les couples âgés partageant des desserts, les enfants dessinant sur les papiers que Sophie fournissait maintenant, et j'ai ressenti une satisfaction profonde. Sophie, ai-je dit, veux-tu savoir quelle est ma plus grande richesse? Laquelle? Ce ne sont pas les propriétés, ce ne sont pas les investissements, ce n'est pas l'argent à la banque. Ma plus grande richesse est d'avoir récupéré ma fille. C'est de voir que les valeurs que j'ai essayé de t'enseigner ont finalement trouvé racine dans ton cœur. Cette nuit-là, en marchant dans les rues de Paris sous la lumière douce des réverbères, j'ai réfléchi sur le voyage extraordinaire des derniers mois. Cela avait commencé avec l'une des plus grandes douleurs de ma vie, être rejetée par ma propre fille, et s'était transformé en l'une des plus grandes joies, la voir devenir la personne que j'avais toujours su qu'elle pouvait être. La vie m'avait appris que parfois nous devons tout perdre pour gagner ce qui compte vraiment. Sophie avait perdu ses illusions sur le succès et le statut, mais avait gagné quelque chose de beaucoup plus précieux, son âme. Et moi? J'avais découvert qu'être riche ne signifiait pas avoir de l'argent. Cela signifiait avoir une famille, avoir de l'amour, avoir la capacité de pardonner et de croire en la rédemption des gens. Quand je suis arrivé chez moi cette nuit-là, j'ai regardé à nouveau les photos de Sophie éparpillées sur les murs. Mais maintenant, au lieu de douleur, je ressentais de la gratitude. Gratitude pour le voyage qui nous avait menés ici, pour la leçon que nous avions apprise ensemble, et pour la certitude que l'amour véritable, l'amour d'une mère, est vraiment inconditionnel. L'humiliation que j'avais pensé qui me briserait m'avait en réalité renforcée. La fille que j'avais pensé avoir perdue attendait juste d'être retrouvée. Et la fortune que j'avais découverte n'était pas dans les banques ou les propriétés, mais dans le pouvoir transformateur du pardon et de l'amour familial. Voici l'histoire de comment la pire expérience de ma vie est devenue la plus significative. Comment j'ai découvert qu'être propriétaire d'un immeuble n'est rien comparé à être propriétaire d'une famille unie. Et comment j'ai appris que parfois, pour sauver ceux que nous aimons, nous devons d'abord être prêts à les perdre. Le Jardin Doré continue de fonctionner jusqu'à aujourd'hui, mais maintenant c'est bien plus qu'un restaurant. C'est un symbole de seconde chance, de rédemption, de comment l'amour peut vaincre l'orgueil et comment l'humilité peut être plus puissante que n'importe quelle fortune. Et chaque fois que j'y entre et que je vois Sophie traiter chaque client avec le même soin qu'elle montrerait à un membre de la famille, je me rappelle que les leçons les plus importantes de la vie viennent parfois emballées dans les expériences les plus douloureuses. Voici mon histoire. L'histoire d'Apolline Delacroix, une femme qui a pensé avoir tout perdu et a découvert qu'elle avait gagné ce qui comptait vraiment. Cette histoire a changé ma vie pour toujours, et elle a peut-être touché quelque chose de profond en vous aussi. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez avez déjà vécu des moments où vous vous êtes senti rejeté, méprisé ou humilié par ceux que vous aimez le plus. Peut-être avez-vous été jugé sur votre apparence, votre situation financière, ou simplement parce que vous ne correspondiez pas aux attentes de quelqu'un. Et je sais aussi que beaucoup portent cette douleur depuis des années, sans savoir comment la gérer. Quand ma propre fille m'a expulsé de ce restaurant, j'ai pensé que ma vie était finie. Que l'amour que je lui avais consacré pendant 69 ans ne valait rien. Mais j'ai découvert quelque chose qui a tout changé. Parfois, les personnes que nous aimons le plus se perdent en chemin, et c'est à nous de décider si nous allons les abandonner dans l'obscurité ou allumer une lumière pour les guider vers le retour. Le pardon n'est pas une faiblesse. C'est la force la plus puissante qui existe. Et l'amour familial, le vrai, celui qui ne dépend pas de l'argent ou du statut, c'est le seul héritage qui vaut vraiment la peine d'être laissé. Peut-être avez-vous vos propres histoires de réconciliation, des moments où vous avez dû choisir entre la vengeance et le pardon. Ou peut-être luttez-vous encore avec ce choix. J'aimerais beaucoup connaître vos expériences. Dans les commentaires ci-dessous, racontez-moi,
Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Comment avez-vous géré la douleur du rejet familial? Qu'est-ce qui vous a aidé à trouver le chemin du pardon? Vos histoires peuvent inspirer d'autres personnes qui traversent la même douleur. Parce qu'au final, nous découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage de la vie. Et si mon histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si elle vous a fait réfléchir sur vos propres relations familiales, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous partageons plus que de simples histoires, nous partageons des expériences humaines réelles, des leçons de vie que seules les années peuvent enseigner, et la certitude qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce qu'à nos âges, nous savons que le temps est trop précieux pour le gaspiller avec de la rancune. Et que l'amour véritable trouve toujours un moyen de vaincre.